Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la grosse vidéo de l'année. On va parler et on va vous donner notre top de l'année 2019. Alors on précise une chose, on l'avait fait l'année dernière, c'était une des premières vidéos qu'on avait sorties. Ouais les gars, ouais, alors c'est nul ce que vous faites, voilà. Allez, au revoir, bisous. Le top 2019, c'est parti. Avant qu'on commence les hostilités, abonnez-vous, voilà, c'est super, tout simplement. Voilà, abonnez-vous, c'est la fin de l'année et on a besoin d'un abonnement. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va vous donner notre top 2019. Donc il faut savoir qu'on a vu plein de films cette année. C'est un truc un peu particulier. Et c'est pour ça qu'on s'est pris, on a pris une petite liberté au niveau du classement. On va pas vous faire un top 10 où on va que vous sortir 10 films. On fera un top commun de la 10e à la 4e place. Et ensuite, on fera chacun un top 3. On précise bien sûr que les films qu'on va mentionner sont nos films préférés à nous. Donc voilà, si pas des films que vous avez aimés, c'est pas grave. Normalement, mentionnez dans les commentaires. Exactement. Normalement, vos films préférés à vous sont dans la vidéo, c'est les flops. Ouais, d'ailleurs, les flops sont sortis aussi. La vidéo est juste là, donc allez voir celle que vous voulez en premier. Mais mettez dans les commentaires déjà votre top 10 avant même que la vidéo commence. Ça se trouve, voilà, on aura le même top 10 et ça, comme, ça peut être marrant. Comme le bingo. Et bien, on commence sans plus tarder avec le top commun et la 10e position. En 10e position, on retrouve le film Les Misérables de Lajli, film français, Cocorico, bravo à nous. Bah déjà, un film français dans notre top 10, c'est cool. Très bien. On commence très bien. Et ça commence extrêmement bien parce que c'est un putain de film et on en a parlé de notre critique. C'est vraiment le genre de film qui peut devenir culte par son message et par l'impact qu'il peut avoir en termes d'œuvre artistique. Je viens de balancer un truc vraiment trop sérieux pour ce top. Non, mais c'est cool. C'est vrai, t'as raison. Je pense qu'il y a un public pour aussi. Il y a des gens qui vont pas forcément adhérer au délire. Nous, personnellement, on a adhéré, on l'avait vu à Cannes dans la présentation. C'était un coup de cœur, c'était clairement un coup de cœur avec un autre film. Bah, c'est très progressiste comme message, c'est un truc vachement radical même dans ses propos. Si on n'a pas les mêmes opinions qui sont présentées dans le film, on peut se fermer et pas adhérer au message, c'est normal, hein, voilà. Il n'y avait pas de gentils et pas de méchants et qu'il y avait quand même deux côtés et jusqu'à la fin il y a une espèce de tension et je trouve que la fin est très très bien faite, elle est originale, c'est pour ça que voilà, je dis souvent tu restes sur ta fin dans un film et là waouh, ouais, c'est exactement ça. J'ai aboyé là. J'ai aboyé. Et pour l'avenir de ce film, il est radieux, il est incroyable parce que le film est nominé aux Golden Globes, un film français aux Golden Globes, peut-être qu'il sera nominé aux Oscars. Franchement, rien que le fait d'être nommé, c'est déjà génial. Franchement, s'il est nommé aux Oscars, on s'en fout, on y va à Los Angeles, on va les voir. Ouais, c'est un peu loin là quand même, franchement. Et on passe maintenant au 9e film. Pour la 9e place, il y a deux films ex aequo, on n'a pas pu se décider et c'est aussi parce que les deux sont films très similaires. Sont similaires. C'est deux fins de saga, vous savez très bien de quoi on va parler. Star Wars 9 et Avengers Endgame. Ils ont beaucoup marqué cette année, que ce soit pour nous, que ce soit pour le public, que ce soit pour le cinéma. C'est deux films qui vont marquer parce que c'est des fins de saga, parce que ça a été des fins mais grandioses et que ça a marqué des générations et que ça le fera encore dans longtemps, dans très longtemps, je perds mes mots, mais voilà. C'est pour ça qu'on les met ensemble parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas un des deux films, vraiment c'est les mêmes en termes d'impact sur les gens quand tu vas voir le film. Après Star Wars 9, on fait une critique il y a très récemment. C'était cool de terminer une saga, sachant que moi, les bases étaient pas très... les bases étaient vraiment très très bancales. C'est tout ce qu'on demandait, c'était qu'il y ait au moins une fin logique. Certes, il y a plein d'incohérences ou plein de conneries, il y a des défauts. Tu te laisses porter par le truc. Et après voilà, si c'est pas, c'est Star Wars. Dans tous les films, il y a des incohérences qui en est là. C'est normal, on va dire. Ça permet de faire vivre Star Wars. Et pour Avengers, du coup, c'est un petit peu la même chose parce que ça clôture, bon, pas 40 ans de saga, mais 10 ans de saga, qui est quand même quelque chose d'assez marquant. Parce que voilà, le MCU, qu'on veuille ou pas, ça a quand même révolutionné une manière de consommer le cinéma. Parce que maintenant, on se bouffe 3 films Marvel par an. Et on peut parler de ras-le-bol, mais c'est quand même un film qui a fait plaisir à tout le monde. Tu peux insister sur le plaisir à tout le monde parce que généralement, les gens qui ont vu Endgame, ça n'a pas autant divisé que pour Star Wars pour le moment. Oui, c'est là vraiment, il y a j'aime pas. Endgame, il y a beaucoup de gens qui même sont allés voir Endgame sans avoir vu d'autres films Marvel avant. Non, mais pour conclure, Endgame, c'était vraiment cool et c'était la fin de saga qu'on attendait un peu tous. Quoi qu'il en soit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a marqué pour les deux films la fin de deux sagas, la saga des Skywalker, la saga de l'infini pour Marvel. Et on aura encore d'autres films de ces franchises-là, avec d'autres histoires évidemment, mais ce qui est cool, c'est que ça fait vivre le cinéma, ça fait des films, ça fait des œuvres. Et oui, ça fait vivre Disney. Donc Star Wars et Endgame, voilà, au même niveau, on n'a pas pu les départager, mais les deux sont très cool. On passe au 8e film. Et en
8ème position, on va avoir Rocketman de Dexter Fletcher avec Taron Egerton. Taron Egerton, oui, qui chante lui-même la musique. Et ce film, du coup, qui raconte la vie de Elton John. Moi, j'ai adoré, les musiques c'était sont fou, géniales. Mais oui, j'ai le CD dans ma voiture. Toi, ça résume tout, voilà. Mais c'est trop bien. Voilà. Certes, il y a eu Bohemian Rhapsody qui a été fait avant. Le réal de Rocketman a terminé Bohemian Rhapsody après le départ de Bryan Singer. Il l'a fini. On le sent vraiment, mais dans Rocketman, tu sens que le réal, là, il s'est mis à fond et il a pu se faire plaisir. Il avait un parce que dans Bohemian, justement, il rattrapait quelque chose qui n'était pas terminé, donc il pouvait pas se lâcher. Mais là, Rocketman, le mec s'est dit, allez, j'y vais à fond. De la mise en scène qui est ouf. Parfois, je pense à la scène où, avec le piano, où ils vont se soulever dans les airs avec la musique. Très beau. Et tu te dis, très poétique. Tout le film, c'est génial. Oui, des transitions, des plans séquences qui étaient monstrueux en termes de mise en scène. Oui. C'était incroyable. Tu parlais même avant de Taron Egerton qui a donné une performance de malade. En plus, c'est lui qui chante, quoi. Il faisait la VO dans Tous en scène. Ouais, dans les dessins animés. Et il chantait une musique de Elton John. C'était vraiment trop cool. Et du coup, le fait de le voir lui, sachant que, comme dit, il connaît bien Elton John, il y a une complicité et qu'il retranscrit très bien le Elton John. Et c'est un monstre en plus. Physiquement, il y a une petite ressemblance. Mais physiquement, le make-up, ils ont géré parce qu'ils lui ont vraiment fait des rouflaquettes, des trucs. Le make-up, que ce soit les costumes, parce qu'on connaît Elton John, c'est quelqu'un qui a des costumes vraiment colorés, excentriques. Ils l'ont très bien fait dans le film. Bon voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour Rocketman. Si vous kiffez les comédies musicales, il faut le faire Elton John. Même si vous ne kiffez pas Elton John, vous allez découvrir un artiste. On peut que vous le conseiller si vous avez regardé La Ligne Verte. Oui, rien à voir. Et on passe à la 7ème position. Dans la 7ème position, on va parler d'un autre film français qu'on a vu cette année qui est vraiment trop bien. C'est Le Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qu'on a aussi découvert à Cannes. C'est cool, on n'a pas fait de critique dessus, du coup on va pouvoir un peu développer notre avis dessus. Et c'est le premier film qu'on a découvert à Cannes dans le Grand Palais. On a eu une invitation, on est allé. Moi je n'attendais rien, je ne connaissais pas du tout ce film. Et putain, une claque, vraiment une claque. Que ce soit l'image, le son, je me souviens que dans la salle c'était un truc de malade. Il y a une scène où il y a des chants un peu. Des chants un peu du feu, autour d'un feu. C'était un truc de malade. Mais tu sens le truc qui c'est bien. Le sound design c'est cool. Mais surtout dans cette salle, parce que dans cette salle le son est vraiment impressionnant. On l'avait remarqué pour Make to My Love. Allez voir les flops. Une énorme claque, et surtout au niveau des acteurs avec Noémie Merlan et Adèle Haenel. On peut vite fait pitcher le film parce que c'est pas un film qui a fait beaucoup parler. C'est l'histoire donc d'une maîtresse dans une grande maison, une grande famille qui va devoir se faire peindre par une peintre du coup. Sauf que personne n'a jamais réussi à la peindre auparavant, et donc la peintre va essayer de se rapprocher d'elle pour mieux la comprendre, et une relation se crée entre elles, une amitié. Voilà, il y a des trucs qui se passent. Et c'est vachement intéressant, c'est très intime comme film. Ça. On a vraiment cette relation entre ces deux femmes, elles se connaissent pas mais elles vont apprendre à se connaître. Comme nous on connaît pas le film, on rentre dedans, c'est vraiment bien foutu. Les plans sur la plage, ça fait vraiment tableau en fait. Toute l'esthétique du film tourne autour des tableaux, de la peinture même, enfin de cette époque, portrait avant tout, c'est ça. avec des couleurs très chaudes, le jaune et le beige, le rouge qui reviennent très souvent. Et là ils les mettent vraiment en avant, c'est super beau, esthétiquement c'est incroyable. Pouvoir faire encore en France des films de ce style, comme on voit il y a Les Misérables, un film un peu social. Là on a un film d'époque mais en même temps très avant-gardiste, très spécial, et quand même un message actuel. Et un message actuel qui est c'est un film LGBT. C'est très bien je trouve de pouvoir mettre tous ces trucs dans un même film, dans un film démélangé. Ah voilà, Portrait de la jeune fille en feu, très bon film français qui en plus a eu un bon succès en salle. Je sais qu'il a laissé un bon souvenir à la plupart des gens qui sont allés le voir. Si vous l'avez pas vu, on vous le conseille. Faites marcher le cinéma français, c'est plus important. On a dit que c'est un film français. C'est un film français. On passe à la 6ème place. À la 6ème position, on retrouve Midsommar de Ari Aster. On ressort de ce film un peu différent, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien. Personne ne peut dire en mode j'ai passé un trop bon moment. T'es en mode waouh, c'est bizarre. C'est quoi ce truc? Mais ça c'est Ari Aster, c'est exactement ça. Pour ceux qui ont vu Hérédité, qui est un excellent film, il faut absolument que vous le voyez, même si vous aimez pas trop l'horreur. Et là Midsommar il revient avec un délire qui existe vraiment. Enfin c'est le Midsommar, c'est la fête du printemps en Suède je crois. Mais le fait que c'est une fête populaire en Suède et qu'il arrive à la transformer en film d'horreur. Non mais c'est impressionnant, et c'est aussi impressionnant comme dans Hérédité à quel point il te montre tout. C'est un film d'horreur qui se démarque de tout ce qu'on a pu voir d'autres. Il se passe dans des maisons hantées, des fantômes. C'est de l'horreur popcorn on va dire. C'est divertissant, c'est rien de plus. Et Midsommar comme Hérédité en fait c'est un film qui t'emmène dans des délires que tu ne peux pas imaginer ou que tu ne connais pas. C'est ça. Il t'emmène, tu vas découvrir tout ça, t'es curieux, et quand tu le découvres tu dis oula, j'aurais pas voulu voir ça. Je veux pas voir ça. Et le réel il dit si. Maintenant tu viens, on y va. Et il y va pour de bon. C'est un film d'horreur
coloré, contrairement aux autres. C'est un film d'horreur qui arrive à te faire peur en plein jour. Et en fait, il y a un malaise constant dans le film avec le montage, mais surtout avec la mise en scène. C'est une mise en scène à la Wes Anderson, Kubrick. Tu vois, il y a ce côté, c'est vraiment très impressionnant, c'est indescriptible. Ouais, même dans l'ambiance qui s'installe dans le film avec les personnages qui sont tous habillés pareil, ça rappelle un peu genre le Ku Klux Klan, une secte. T'es pas bien quand tu les vois. Non, c'est dérangeant parce que en plus les personnages principaux sont pas habillés comme ça, donc tu t'identifies à eux, tu dis bah oui, j'ai rien à faire ici. Ça c'était vraiment très bien fait en plus, qu'ils soient tous colorés d'une manière différente. Et du coup, tu arrives à distinguer un peu cette touche de couleur dans cette unification blanche très bizarre. Bon, enfin bref, voilà, Midsommar, très bon film. Si vous aimez l'univers Ari Aster, vous allez adorer ce film. Si vous connaissez pas Ari Aster, vous allez adorer ce film. Enfin, vous allez pas l'adorer, non, il faut le voir. Vous allez adorer le détester. Il faut le voir. Ou l'adorer, c'est bizarre. C'est bizarre. On passe à la 5ème position. Et en 5ème place, on va parler du film Le Mans 66, Ford et Ferrari du coup. Trop bien, franchement. C'était. On passe à la. Allez, on enchaîne. Non, il était ouf, Christian Bale. Et Christian Bale était vraiment génial. Le duo avec Matt Damon marche, mais du feu de Dieu. Quel acteur en plus. Non, mais celui-là. On en a parlé dans la critique. On a un film, donc évidemment de voitures, Ford et Ferrari. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un film centré sur l'amitié, sur la famille, sur une quête d'un personnage qui veut essayer de se prouver des choses à lui-même. Il y a plein de choses, c'est très complet. C'est une histoire vraie surtout, c'est tiré d'histoire vraie. Donc ça, c'est juste ça. C'est pas juste un bête film de voiture comme ce qu'on pourrait penser en voyant un trailer ou une affiche. Il y a vraiment plus que ça derrière. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller le voir. En bref, Le Mans 66, c'est un coup de cœur de l'année, vraiment. Je m'y attendais pas. J'ai adoré le voir. C'était génial et moi je vous conseille vraiment de le regarder. Vous suivez la vie de personnages, l'évolution qu'ils ont. T'attaches au personnage. T'identifies. Il est encore en salle, donc allez le voir là. Maintenant. Et mettez sur pause la critique. Eh ben on passe au top 4. Voilà, après le 5, il y a le 4. En 4ème place, on va parler de À couteau tiré ou Knives Out en VO de Ryan Johnson. On a fait la critique il y a pas longtemps sur ce film et ça a été encore une fois comme Le Mans une belle surprise. Très belle surprise. Alors peut-être que cette surprise on s'y attendait un peu plus parce que le trailer donnait vraiment énormément. Oui, le casting. Oui, le casting. Le casting. Et oui, et putain, et ce casting, il y avait des acteurs mais c'était monstrueux. Oh là 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 là. Les actrices. Daniel Craig. Quel acteur bordel. Parce qu'on lui donne pas assez sa chance. Il joue beaucoup des rôles genre James Bond. Il a un peu ce... Dans tous les films, il joue le James Bond, tu vois. Et là, enfin, on lui donne un rôle de composition qui n'a rien à voir et du coup, ça le fait sortir de sa zone de confort. Et nous aussi, parce qu'on arrive à voir un Daniel Craig qu'on voit pas vraiment tous les jours. Et oui, et il y a aussi Alain Dermas qui, enfin, on lui donne sa chance pour un rôle principal. Et on est avec elle dans cette enquête. Et comme dit, c'est un film à énigme. On parlait de comparaison avec Cluedo. Et pendant tout le film, en fait, on nous donne la révélation donc, qui a fait le coup en début de film ou en tout cas au premier tiers. Et on va être en mode putain, mais comment on va se cacher? Comment on peut effacer les preuves? C'est original. On se cache avec le coupable ou la coupable. Et c'est très très bien fait. Bah, on peut pas trop en parler. On veut pas spoiler le scénario. On peut préciser que c'est écrit par Ryan Johnson, donc par définition c'est un film d'auteur. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit que Ryan Johnson, quand il a une œuvre et qu'il l'a faite de A à Z, il est très bon. Quand il l'écrit, qu'il réalise et qu'il a ses idées et que personne l'embête, parce que Disney a sûrement mettre ses gros doigts dégueulasses sur Star Wars 8, bah ça donne un bon film comme À couteau tiré. Et c'est assez fou ce qu'il a réussi à faire là-dedans, parce que chaque personnage, t'as l'impression qu'il existe vraiment, il est tellement spécial, il a une backstory qui est dit mais d'une manière tellement intelligente, mais c'est... Moi franchement... En fait, tu crois à tout ce qui se passe. Exactement. Parce que c'est tellement bien écrit que tout est cohérent, réaliste et à la fois nouveau. Je sais pas comment expliquer. Là, le top commun est terminé, c'est-à-dire que là, tout ce qu'on a dit, on était plutôt d'accord. Terminé. Là maintenant c'est fini. On a chacun un top 3. Mais avant ça, on va quand même balancer, on va spread une mention honorable. Et attention, ce film, je précise, il se peut très bien qu'il soit pas du tout dans un top 10 que vous ayez fait, mais il faut que ça soit le coup de cœur de l'année, la découverte de l'année en mode ok, ce film, il mérite d'être mis en avant. C'est une découverte. Je vais vous parler du film The Art of Racing in the Rain, l'art de courir sous la pluie, parce que mon accent anglais est dégueulasse. Il n'y a pas un titre français d'ailleurs? L'art de courir sous la pluie, je ne le dis. C'est ça? Oui. Oh merde, putain, c'est vraiment ça. Bref, ce film, c'est un film avec Milo Ventimiglia qui jouait dans la série Heroes, qui joue aussi dans Rocky Balboa, il joue le fils de Rocky, et un chien. Du coup, ce chien qui est doublé par Kevin Costner, rien que ça, parce qu'en fait, on a la voix du chien, enfin, on entend ce qu'il pense. Ça parle d'une histoire de famille, d'un mec qui fait de la course, qui a un chien. Ce chien est tellement intelligent qu'il se passe des trucs, c'est très touchant, très beau. On en parlait très rapidement, donc je peux pas vous en dire plus. Allez le voir, c'est tout pour moi. Pas mal. Moi, c'est ma mention honorable, c'est The Last Black Man in San Francisco de Joe Talbot. Ça parle d'un jeune homme qui répare un petit peu une vieille maison qui dit appartenir à son grand-père.
Et voilà, son but dans la vie, en fait, c'est de pouvoir retourner dans cette maison, qui est une maison qui coûte très cher dans un quartier très riche. Et tout autour de ce film, il y a une esthétique avec le skateboard avant tout, le street. C'est très très beau, c'est un super film à voir. Allez le voir absolument. Il y a Danny Glover qui joue dedans aussi. Voilà, c'est là le truc. Ok, ma mention honorable que j'ai vraiment adoré cette année est sortie en début d'année et c'est Escape Game. J'en avais parlé dans une story Insta il y a pas longtemps. Mais le film raconte en gros l'histoire de plusieurs personnes qui sont invitées à tester une Escape Game grandeur nature. En fait, c'est pas du tout un jeu, c'est quelque chose où il va falloir sortir pour sa propre survie. La musique, gros point fort sur la musique que j'ai. La BO, j'ai trouvé génial. Je l'ai encore sur mon portable. Vous pouvez aller le voir, il est dispo partout. Mon top 3 n'est autre que Ad Astra, le film de James Gray avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones et la fille qui sert à rien, Liv Tyler. Donc voilà, très grand film d'espace. Ça m'a rappelé Belles heures d'Interstellar, voilà, même si Thomas n'est pas trop d'accord avec ça. Non, mais il est très bien. T'es pas fan, c'est pas Non, grave. je suis pas fan de C'est A Ghost Story dans l'espace en fait. Donc ça raconte l'histoire de Brad Pitt qui est mandaté pour aller chercher son père, partait en mission dans l'espace, très loin. Son père c'est Tommy Lee Jones et il part le chercher pour voir s'il est encore en vie parce qu'il y a eu des signaux qui ont été émis, du coup peut-être il est encore en vie, je ne vous en dis pas plus. C'est un très beau film, voilà, c'est un voyage dans l'espace, il passe à travers différentes stations, il va sur la Lune, sur Mars, des très beaux plans, des images, des couleurs, chaque planète est très belle esthétique. Dans l'esthétique. La Lune on est sur des couleurs un peu bleutées comme ça, ouais. Sur Mars c'est très orangé, Très ça beau, rappelle un peu Blade Runner par moment. Oui. Et ouais, du coup, on a ce film qui est, on en a parlé d'un critique, très pessimiste sur la place de l'homme dans l'univers. On est dans cet univers qui est immense et on est sûrement pas seul, il y a sûrement une autre forme de vie ailleurs. Ce film-là, c'est tout l'inverse, j'ai envie de dire. Parce que l'anti-interstellar, on peut dire. Bah, du coup, voilà, dans le message, c'est ça. Parce qu'ils partent pour découvrir une forme de vie et tout ce qu'ils retrouvent, c'est les gars, vous êtes tout seul. Ouais, Il y a personne. c'est un peu triste là-dessus, c'est vrai. Et c'est sublimé par le fait que le personnage voyage tout seul et qu'il y a des scènes, il est tout seul, il parle pas, il est dans l'immensité de l'espace, seul. Et du coup, ça a été un gros coup de cœur, je le mets en 3ème place parce que j'ai vraiment kiffé. Comme on en a parlé tout à l'heure, le sound design est fou. Parce que les films d'espace, on a souvent ce problème-là, celui-là le fait très bien. Enfin, je sais pas que je le mettais dans l'espace, mais. Ah bon? Imagine en fait dans l'espace, genre. En fait, il y a plein de bruit. Ouais, il y a de la genre. musique. Alors que j'y pense, l'année dernière, c'était pas First Man ton top 3 ou top 2? Non, il était chez Thomas. On passe du coup à mon 3ème film, mon top 3, c'est The Irishman de Martin Scorsese. Ce qui ressort avant tout de ce film, c'est sa longueur. Il y a beaucoup trop de choses. Non, c'est il pas que dure ça 3 semaines. Il dure 3 semaines, mais déjà aussi, c'est que c'est un film Netflix et c'est le premier film Netflix de ce classement. Oui, mesdames et messieurs, enchanté. Waouh, merci Netflix, bordel, de pouvoir produire des films comme ça. Mais déjà, ouais, ce qui peut ressortir de ce film et qui est assez impressionnant, c'est le casting qui a réussi à être réuni. On a Harvey Keitel, on a Joe Pesci, on a Robert De Niro, on a Al Pacino, et puis waouh. Et au-delà aussi de ces acteurs qui jouent mais extrêmement bien, il y aura sûrement quelques nominations aux Oscars. Il y a aussi cette mise en scène de Martin Scorsese qui a réussi à maintenir, toujours nous surprendre avec les mêmes codes. C'est le même style de réalisation à chaque fois pour Casino, pour Les Affranchis, pour tous ces films. Et puis là, il arrive à te sortir un truc avec quelques nouveautés qui te changent tout. Et c'est ça avant tout grâce au montage du film qui est au début, on a parlé dans notre critique, très rapide pour exprimer des souvenirs. Parce que les souvenirs, c'est avant tout des flashs comme ça qui te reviennent dans la tête, des moments importants, des moments joyeux, des moments tristes. Et puis la fin de ce film qui a un montage lui très lent parce que c'est le présent, parce que c'est De Niro qui nous raconte toute cette histoire. Du coup c'est très lent vu que c'est la fin de vie, c'est le moment où tu te fais chier, c'est le moment où il se passe rien de spécial. C'est ce que j'allais dire, je trouve que la fin c'est beaucoup genre par exemple tu sais il y a une scène avec... il fallait être là la critique. Non mais il parle de poissons dans une voiture à un moment donné. Vu que ce moment est ultra important pour le personnage, mais qui dure, il y a des détails, voilà, qui dure vraiment très long. Bah ce moment dure très long. Il dure très longtemps. Limite un plan séquence dans la voiture, enfin c'est monstrueux. Mais on pourrait parler de ce film pendant des heures et on a déjà fait une critique dessus. Contrairement aux autres films de mafia qu'a fait Martin Scorsese, là on a un truc qui est plus penché sur les regrets et sur la famille avant tout et sur la fin de vie, qui est un thème que n'a pas vraiment beaucoup abordé Scorsese, la fin de vie. Et il est en plein dedans. Parce que lui est en plein dedans. Yes. Et du coup, comme la plupart des films, comme on dit, le réalisateur met toujours un peu de lui dedans. Et ça c'est beau et De Niro le sublime parfaitement. En tout cas, super film, allez le voir parce qu'il est disponible sur Netflix, donc là il n'y a même plus d'excuses. Pour mon top 3, ça sera Once Upon a Time in Hollywood avec Brad Pitt. Brad Pitt qui est sur 2 top 3. Waouh! Bravo. Merci. Il est dans ton film. Pourquoi t'as pas pris Brad Pitt toi? Putain, je fais chier. Ça va, j'ai pas Brad Pitt. Non mais ouais, donc Brad Pitt et DiCaprio, je l'ai pas vu passer ce film, je l'ai vraiment pas vu passer. C'est exactement ça. Même s'il était plutôt long, il dure 2h20, 2h30. C'est super vite. T'as pas envie d'arrêter ce film, tu suis des acteurs dans la vie d'Hollywood de l'époque. C'est trop passionnant parce que surtout que nous, voilà, on adore. On aime les cinémas.
on est à fond cinéma et du coup bah là ils nous apprennent plein de choses sur le cinéma d'Hollywood des années 70. C'est totalement dingue. Et puis moi j'ai adoré le rapport entre DiCaprio et Brad Pitt qui forment un peu comme dans Le Mans 66, un duo génial. Oh non mais c'est trop bien, il y a des trucs du montage qui sont ouf. Cette fin et la fin. Et ce qui est bien c'est que du coup ça te fait découvrir aussi l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas, moi je connaissais pas l'histoire. Bah justement, c'est trop cool. Et la petite liberté qui a changé, ça c'est bien aussi. Ça c'est bien et en même temps c'est ce qui a posé problème pour certaines personnes, c'est voilà, vu que c'est une histoire ultra connue aux États-Unis, limite on l'apprend dans les cours d'histoire parce que c'est un des événements les plus importants du siècle aux États-Unis, l'affaire Charles Manson. Franchement, j'aurais été vraiment intéressé par voir une version encore plus longue. Je sais que là des gens seraient en mode waouh, mais c'était déjà trop long. Mais je trouve qu'il y a certaines informations qui ne sont pas encore assez développées dans le film. Après, si tu restes axé sur DiCaprio et Brad Pitt, qui est un duo qui eux n'ont jamais existé, c'est génial. On peut dire c'est des losers magnifiques en fait. Ouais, on peut dire ça, surtout DiCaprio. Mais justement, grâce à celui-là, moi j'ai pu un peu me plonger dans sa filmographie quand on avait faire un film comme Tarantino. C'est exactement ce qui est représenté dans ce film, c'est que Tarantino, lui, est un grand nostalgique parce qu'il regardait énormément de films quand il était vendeur dans un magasin de DVD, enfin de cassettes à l'époque plutôt. Et du coup, il regardait des Blu-ray. Voilà, et du coup, il regardait beaucoup de films et ça a formé sa culture, surtout des films français, des western spaghetti. Et c'est ce qui a fait que tout ce qu'il a vu, il l'a foutu dans ses films et c'est pour ça qu'il a une réalisation unique parce qu'il a mélangé plein de genres. Très référencé. Voilà. Enfin bref, c'est tout ce qu'on pouvait dire, c'est vraiment génial et il est disponible, normalement il est sorti. Faut pas hésiter. On enchaîne avec les top 2. Deuxième position, moi je vais parler de Parasite de Bong Joon-ho. Voilà, grand bravo à ce monsieur, on peut l'applaudir bien fort. Voilà, merci le public au montage. On l'a vu à Cannes, voilà, il n'y a que des films de Cannes. Et quand j'ai vu Parasite, c'était une claque parce que je me dis, waouh, mais il est fort ce monsieur parce qu'il fait des trucs de malade en termes de réalisation, en termes d'écriture, en termes de personnages. C'est un film social, c'est un thriller, c'est un peu un film d'horreur, c'est un peu une comédie. Oui, il y a de tout. C'est ça qui est ouf, c'est le style coréen. Il y a tout dans un film. Une comédie, un film d'horreur d'un coup. Il y a plein de choses, c'est un film ultra riche. Basé chez les pauvres en plus, donc c'est drôle. Donc voilà, Parasite, c'était une grosse claque. J'étais pas spécialement fan du cinéma coréen, qui est fantastique, qui est ultra riche. Voyons plus de films coréens, c'est un ordre que je donne à tout le monde. En vrai, tous les films coréens sont comme ça, même Snowpiercer était comme ça, où tu passes vraiment un bon moment, t'es comme ça, tu fais, je regarde un film qui m'envoie un message et en même temps il est divertissant. Waouh, mais comment ils font ça? Moi je trouve ça fou. En fait, on avait aucune idée de quoi le film allait parler, et c'est ça qui est encore plus ouf, c'est que tu te laisses porter par le truc, et c'est pour ça que je pense qu'on a vraiment. Et en fait, on savait jamais où le film allait vraiment. Bah non, parce qu'on connaît pas le truc. Donc Parasite, très grand film, c'est tout. C'est marrant parce que moi pour mon top 2, je vais pas aller très loin, je vais aller en Chine juste à côté. The Farewell ou en français L'Adieu de Lulu Wang, qui est pas encore sorti en France, il sort le 8 janvier je crois. J'ai eu la chance de le voir en avant-première dans mon lit sur mon MacBook. Bravo. Franchement, c'est toute l'équipe du film. Oui. Franchement, ce film, je l'attendais énormément parce que j'adore Awkwafina qui est l'actrice qui joue dans Jumanji aussi. Du coup, en fait, pour vous expliquer rapidement ce film, ça parle en fait de Awkwafina qui vit à New York et qui est très proche de sa grand-mère qui vit elle en Chine et l'a plus vue depuis longtemps. Et puis à un moment, il y a ses parents qui disent OK, faudrait que tu reviennes en Chine et tout, il y a le mariage de ton cousin. Et c'est là qu'elle apprend qu'en fait, le prétexte de ce mariage, c'était qu'en fait, la mamie allait décéder. Yes, j'ai niqué l'ambiance. Et c'est très touchant. D'où l'adieu. Et waouh, ce film, c'est une claque monumentale. Est-ce que je peux le dire maintenant, t'as pleuré? Bah, un petit peu pendant le film, mais je veux dire, c'est plus un film personnellement qui m'a plus touché dans le futur, dans la digestion du film, tu vois. Ok, tu l'as mangé, tu digères. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que le film est fini, t'es plus choqué, t'as plus un. T'es assez. Ouais, t'es touché par ce qui s'est passé, mais après. T'es touché, mais plus. C'est un impact, tu vois, que tu prends. Genre, il regarde le film. Et le lendemain matin, genre il chiale. Bah en vrai, c'est pas vraiment ça, mais c'est plus, t'y repenses, c'est plus vu que ce film s'appelle L'Adieu en plus, c'est plus un souvenir qui revient après ce film. Et pour vous dire l'anecdote, ce film était même pas censé être dans mon top 10 à la base de mes films. Et il est passé top 2 parce que vraiment, plus les jours passaient, plus je repensais à ce film, plus je me disais putain, c'était fou. Et ouais, franchement, foncez le voir quand il sortira en salle le 8. C'est très touchant, très beau, et c'est du cinéma chinois que j'ai vu en plus en VO. Et voilà, c'est un cinéma à découvrir aussi parce qu'il est très riche, très beau. Et je précise, c'est pas la politique. Parasite en VO, hein, d'accord. Ah oui, non mais vous voyez tous les films étrangers en VO. Et bien pour mon top 2, on va passer sur Green Book, Oscar du meilleur film, du coup... On peut remettre la réaction de Thomas quand il l'a gagné. L'Oscar est attribué à Green Book. Oh oui. Oh là là. Mais non. Mais non. Et je l'avais dit, en plus. Mais Green Book, c'est vraiment drôle parce que c'est le film, un des premiers films de l'année qu'on a vu. Il m'a tapé dans l'œil direct, je me demande putain, il est génial, top 1 direct. Et il est resté top 1 jusqu'à ce qu'on voit le fameux autre top 1 que je vais dire après. J'ai adoré ce film.
Oui, je suis en train de tourner une vidéo. Il y a présence de Viggo Mortensen dedans. Oh baby. Green Book, ça parle d'un pianiste noir qui va faire la tournée un peu des États-Unis dans les années. C'est les années combien? Oh, c'était 50. la période qui était pas cool. Ouais, justement, bah voilà, et il va être accompagné par son chauffeur Qui est blanc. qui est blanc, et en fait, il va y avoir un duo entre les. Putain, c'est fou, on a vu des films à duo cette année. Ouais, en fait, du vraiment. movie. Et on a un bon duo pareil qui se crée entre ce blanc Qui est raciste de base. qui est raciste de base, ouais, qui va apprendre à connaître cette personne du coup et C'est quelqu'un qui a plein de clichés, voilà, Voilà, qui de est ouf. pas forcément Les les deux, Afro-Américains, qui va apprendre à s'adoucir et à devenir pote avec ce monsieur. c'est génial. En fait, c'est un. Tu te sens bien quand tu regardes ce C'est un film. feel good. C'est à l'inverse de Midsommar où quand tu sors du film. T'as là, envie de mourir. ouais, voilà. Là, t'es en mode t'as envie d'être joyeux et. Les deux sont très différents et les deux apprennent de l'autre. C'est vrai, ça c'est qui est vrai. beau. Enfin, c'est des trucs. C'est C'est génial. très drôle en plus comme film. Touchant. Très touchant. C'est pour ça que d'ailleurs que Mahershala Ali a gagné l'Oscar du meilleur second rôle. Oui. Pour une simple et bonne raison, c'est que il a réussi à jouer un personnage qui est perdu dans Ouais. cette identité parce qu'il est afro-américain, mais contrairement aux autres afro-américains de l'époque, lui est privilégié puisqu'il arrive à gagner sa vie et à C'est bien la privilégié, gagner. ouais. En faisant la tournée des concerts, il s'est rendu compte qu'on le traitait vraiment comme tous les autres afro-américains de l'époque. Et du coup, il y a une vraie crise identitaire et c'est ultra bien joué et ultra bien écrit. C'est tout ce que je peux dire sur Green Book et ça apprend encore pas mal de choses sur la culture américaine. Et ben on peut passer au top 1. Ah bah du coup, mon top 1, mon film préféré de l'année 2019 n'est autre que Marriage Story de Noah Baumbach, film Netflix, Wow. en première position. Bravo. C'est bon pour vous? Le film est sorti très récemment, on en a parlé brièvement dans les rattrapages. De base, j'avais un top 1 qui était top 1 depuis bien longtemps. Ah oui, c'est vrai. Je ne pensais pas que quelconque film pouvait le détrôner. Ça a été le cas avec Marriage Story. Il est arrivé comme ça, il a dit poussez-vous, je me mets avec top 1. Le jeu d'acteur, la réalisation, l'histoire, tout est criant de réalisme. Tellement beau, c'est tellement touchant, on est dans l'histoire. Il y a un côté poétique parce qu'on dirait qu'il joue une pièce de théâtre. Le jeu d'acteur, fantastique. Ah, c'est surtout Fantastique, ça. fantastique. c'est En fait, surtout ça. les acteurs portent le récit et Ouais. le subliment à chaque putain de scène. Ouais. Je suis vulgaire, mais c'est comme ça. Et on peut le dire, ça fait quand même 2 films avec Adam Driver dans ce top. Est-ce qu'on Oui, y c'est aurait vrai. cru un jour? C'est vrai. Moi oui, mais putain, Moi, yes, non. enfin, putain, c'est cool. En plus, il va peut-être gagner un Oscar. Ah, il y a des chances, il y a vraiment des chances. Hein, Moi, je lui donne le mien. Ce qui ressort avant tout de ce film, c'est le jeu d'acteur qui est monumental. On a 3 bêtes de scène. Je crois que t'allais dire 3 bêtes de sexe. 3 bêtes de sexe. Bon, on a déjà Adam Driver qui a prouvé encore une fois qu'il savait extrêmement bien jouer. Et, C'était un des meilleurs acteurs de sa génération. et voilà, c'est un acteur un peu sous-coté en plus. Voilà. Mais il il est arrive encore. à jouer des rôles différents et Oui. c'est ça qui est trop bien. quoi. Et Scarlett. Scarlett Johansson. Johansson, ça aussi. Voilà, on n'en parle pas assez, C'est mais bien. elle joue la mère que tout le monde a, que tout le monde Ouais, veut il joue vraiment Je sais pas la comment personne dire, que tu mais, connais, tu les connais ces gens C'est dans ça, les films, tu tu les connais. Je veux parler aussi du montage de ce film qui est vraiment cool parce qu'il arrive à sublimer des moments clés du scénario, Ouais. qui va appuyer certaines réactions de personnages, tu vas te sentir mal à l'aise vis-à-vis d'une situation qui devrait pas l'être. Ça te plonge encore plus dans ce côté réaliste parce que c'est une histoire qui arrive à tout le monde. Malheureusement, le divorce arrive tous les jours. Ouais, justement. Et du coup, t'es impacté. Si tu l'as vécu, si tu connais le divorce, tu vas trouver ça vraiment bien fait parce que tu dis oui, ça se passe comme ça malheureusement. Si tu connais pas le divorce, tu vas dire ah, ça se passe comme ça, c'est triste parce que la famille se déchire et c'est touchant. Et le film le fait très bien. Moi, je dirais, ce qui est vraiment pire dans ce film, c'est le côté où tu te dis, tu te rends compte que là, Adam Driver par exemple, il se rend pas compte de ce qui va se passer par la suite. Il se dit, bon, allez, c'est pas, Bah oui. c'est pas très grave. Voilà. Et en fait, c'est un peu la logique que je pense que tout le monde a. T'as ces avocats qui vont arriver. Non, nous on est là. En gros, on va te faire gagner, tu vois. Genre, le but, en fait, c'est un jeu, tu vois, pour Ouais. eux. Alors que, c'est des personnages, ils ont une vie. Le problème, c'est que t'as d'autres gens qui interviennent dans le couple. Donc voilà, Marriage Story, mon top 1 de l'année, top 1 dans mon cœur, l'Oscar dans mon cœur. Bravo. Et pour mon top 1, j'ai choisi Midnighties de Jonah Hill. Waouh, Jonah Hill Wow. Quoi Jonah Hill Bon, du coup, Midnighties, ça parle en fait d'un jeune garçon. Il vit un peu dans une famille un peu spéciale où la mère est absente, son grand frère, c'est un peu un gros connard qui le frappe, voilà, c'est un peu un fils de Pas pute. gentil. Voilà, et lui, le seul truc qu'il a trouvé pour s'échapper un peu de cette pression familiale, c'est le skateboard. Skateboard, yeah. Yes, et vu que c'est un très jeune enfant, il n'a pas forcément des amis déjà, et du coup il s'en fait dans la rue. Et c'est des mecs plus âgés que lui, qui font du
skate, mais eux c'est un peu plus des... ils veulent faire ça en professionnel, c'est aussi intéressant. Et du coup ces jeunes, eux par contre ont une vie un peu de merde aussi, comme ce petit personnage. Ils fument, ils prennent de la drogue, ils prennent des trucs qu'il faut pas prendre, les enfants, vous inquiétez pas. Le film il parle clairement de la jeunesse influençable, de tout ce qui peut t'influencer dans la vie qui est pas bien, la drogue, l'alcool, tout ça, à un âge où t'es justement sujet à tout ça. Parce que t'es encore plus dans ce film là, parce que le personnage il n'est pas éduqué de façon correcte par sa mère, il est un peu livré à lui-même. Mais justement on te met souvent ça en parallèle avec la mère. T'as un peu ce truc où t'as presque pitié pour elle parce que elle peut pas faire plus en fait, c'est ça le problème. Elle doit bosser pour faire en sorte que ses enfants aient une belle vie, faire en sorte que ses enfants aient un avenir, et en même temps elle peut pas vraiment s'occuper de l'éducation de son fils. C'est vraiment tout un bordel, et du coup le gamin il a trouvé que comme seul échappatoire le skateboard. Et j'en parlais avant, oui, c'est réalisé par Jonah Hill. Jonah Hill, lui, vous savez très bien qui c'est. C'est un monstre d'acteur. On a découvert cette année un monstre de metteur en scène, et c'est assez fou ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à retransmettre un truc très nostalgique, très très beau et très touchant, parce que c'est un film avant tout humain. Voilà, c'est un film sur l'enfance mais qui est très humain et très adulte à la fois. Et il a créé une patte parce qu'il y a une esthétique dans le film. Il s'est créé une esthétique du style vieille caméra, tu sais, parce que dans ce film il y a beaucoup ce parallèle avec genre Do It Yourself, et le film a vraiment cette patte là. T'as l'impression que c'est filmé toujours avec cette caméra, mais avec une très belle qualité. Oui, parce que ça se passe avant tout à Los Angeles, et t'as cette teinte très orangée qu'on voit souvent dans les films à Los Angeles. Enfin, voilà, foncez le voir si vous êtes nostalgique des années 90, si vous aimez le skateboard, si vous aimez la vie avant tout. Non mais en tout cas foncez voir ce film. Jonah Hill, il a un avenir très prometteur dans la réalisation. Voilà, merci beaucoup. Et bien on va finir ces tops par mon top 1. Et mon top 1 est, comme l'année dernière, Mission Impossible, Fallout. Voilà, je peux pas changer. Genre vraiment il m'a vraiment regardé en mode... Mais t'as pas le droit de faire ça, comment tu fais? Non, mon top 1 est donc le Joker. Quoi? Eh oui. Non, mais vous l'avez remarqué, il manquait un film. Il manquait un film. Mais oui. Vous avez tous sorti des très bons films, on s'est tous mis d'accord. Il restait le Joker qui a détrôné Green Book. Donc le Joker qui, il y a encore des choses à dire sur le Joker. Non, mais non, il était génial. Donc le Joker qui a fait un succès fou au box-office, vraiment. Enfin, genre, il a fait quelque chose qui se démarque des autres films de super-héros, de super-vilains et tout. Moi, je tiens à parler d'une injustice, c'est que souvent j'en parlais aux gens, ils disaient ouais, est-ce que t'as vu le Joker? On me disait ouais, je suis pas trop fan de super-héros. Ouais. Non, c'est pas un film de super-héros. C'est un film, c'est un drame, c'est un film d'auteur, messieurs dames. C'est pas un film de super-héros, c'est tout sauf ça. Et la construction du Joker, du début jusqu'à la fin du film, parce que on a un personnage qui se crée et on prend le temps de développer, on prend le temps de le montrer dans son quotidien. On nous fout des petits twists de temps en temps comme ça en mode ah vous pensez que c'était ça? En fait non. Vraiment au récit, et bah tu te fais surprendre et tu continues quoi. Ouais voilà, tu t'es en mode oh mais non, c'est trop cool. Enfin voilà, tu continues. Ça t'emmène vers une destinée incertaine parce que t'es en mode est-ce que ça va changer ou pas? Tu te balances des choses, t'es en mode mais c'est pas du tout comme ça dans les comics. Il a expliqué toi tu dis parce qu'il a dit ah moi je prends des libertés et tout. Il a raison, peut-être pas plaisir. C'est génial. La création du Joker je trouve est super bien faite. Sache que l'acteur soit pas ouf. Je rigole, c'est Joaquin Phoenix, c'est trop bien. Et même au-delà de ça, au-delà d'un film sur le Joker, c'est un film sur la maladie mentale en général, aussi sur un sujet très compliqué qui est pas souvent abordé au cinéma ou alors d'une manière assez délicate et maladroite. On attire le public par un personnage que tout le monde connaît en lui mettant une backstory extrêmement bien écrite, qui correspond au personnage et qui en même temps apporte un message qui est parfait. Parce que c'est pas le mec qui se dit allez je me déguise en clown pour être méchant. Voilà, c'est vraiment le mec qui sans faire exprès il va devenir une icône, une image. Il est plus rien. Et il est malade de base, il est malade et cette maladie elle est très très bien illustrée. Le coup du rire, que c'est une maladie, je trouve ça génial. Je savais même pas que ça pouvait exister, des trucs comme ça. Tu te dis. Il y a un truc tout bête, c'est à la fin de ce film, donc il y a le truc qui apparaît, donc The End. Tout le monde dans la salle a applaudi. Les gens ont applaudi. Oui, c'est vrai. Voilà, on n'était pas en festival, rien du tout. Les gens applaudissent. On l'a vu le jour de la sortie. Ouais, oui. C'est bien signe que c'est un grand film et qu'il est top 1. Il est top 1 largement, ça fait plaisir de le voir en top 1, ça fait plaisir. Bah c'est tout ce que je pouvais dire sur le Joker, après plus besoin de le présenter, vous savez certainement de qui on parle, vous savez le mec blanc avec un truc de clown. Voilà, c'est la fin de ce top et c'est aussi la fin de cette année de cinéma. On précise qu'on fera un bilan de notre année à nous sur une autre vidéo qui arrivera bientôt. Pour ça on fait quoi? On s'abonne. On s'abonne. Parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver en 2020, il y a de nouveau plein de films qui vont sortir, c'est fou. Bon, il y a aussi autre chose, je pense que vous l'avez vu, il y a 2 vidéos qui sont sorties aujourd'hui. Il y a le flop. Voilà, si vous avez vu le top et que vous n'avez pas vu le flop, allez voir le flop. Si vous revenez du flop, bah, du coup vous avez fini le top, c'est cool. Retournez voir le flop. Retournez voir le flop. Voilà, en tout cas nous on se retrouve pas forcément dimanche, on n'est pas sûr à 100%. C'est Noël les gars. C'est Noël, on veut que vous profitiez de votre famille et que vous fassiez la fête. Voilà, il fait froid. Quel meilleur moment pour aller se baigner, c'est trop bien. Nous on se retrouve en tout cas
jeudi prochain, le 2 janvier, pour le film sur les attentes de cette année 2020, l'année qui arrive dans quelques jours du coup, avec tous les films qui vont sortir et les films qu'on attend le plus. Voilà. On précise qu'on a parlé de beaucoup de films dans cette vidéo dont on avait déjà parlé en critique, donc dans la description il y a tous les liens vers les critiques si vous voulez avoir plus de développement sur ces films-là. Merci beaucoup. Nous on n'oublie pas, et vous n'oubliez pas en commentaire de nous dire ce que vous avez pensé de ce top, si vous êtes d'accord ou pas avec Alors, nous. top 10 Et votre top 10. Top 10, principalement. top 3, faites ce que vous voulez, en tout cas on veut Allez, au moins on veut un des film tops. par personne. On Un veut- film par personne Minimum. ou 10 par personne. Je veux tous les films, je veux que l'espace commentaire il soit un bordel. Non mec, je veux plein de films. Et même si tout le monde dit le Joker, c'est pas grave. Dites tous les films que vous avez envie de dire, je veux. En tout cas, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures l'année prochaine. L'année prochaine. L'année prochaine. Allez, ciao! Ciao.